Peu après le décès de son père, son fils Jean-Michel a eu ces mots ce matin. L'œuvre de mon père est un hymne à la vie. Il y a au mur de mon bureau une citation de mon père. Le bonheur pour l'abeille et le dauphin, c'est d'exister. Pour l'homme, c'est le savoir et de s'en émerveiller. Jacques-Yves Cousteau, sa vie, Patrick Durieux. Cousteau, c'était d'abord une silhouette, une ombre chinoise, élancée et sèche, coiffée d'un bonnet rouge, toujours vêtue d'une vareuse bleu marine, visage au profil d'aigle, buriné par 70 ans de navigation. Ses partisans l'appellent commandant, ses proches giquent Jacques-Yves Cousteau, les Américains French Captain, un capitaine avant tout chasseur d'images. Le cinéma est en fait sa première passion, avant même celle de plongée. 1956, l'événement, Cousteau fait découvrir à des millions et des millions de gens un monde totalement irréel et inconnu, le monde du silence, Palme d'Or au Festival de Cannes, le tournant comme il le raconte à Jacques Chef. Moi, ce qui m'a stupéfait, c'est que le jury du Festival de Cannes ait couronné un documentaire comme premier prix, par-delà les films de fiction. C'était la première fois, je crois, et la seule, dans toute l'histoire du Festival de Cannes, qu'un documentaire avait la Palme d'Or. Et je me rappelle qu'à la suite de ça, un jour, j'ai pris l'avion d'Air France de Nice à Paris, et à ma grande stupéfaction, l'hôtesse m'a pré-embarqué, comme on fait maintenant avec les VIP. Oui, vous étiez déjà une célébrité. Oui, alors j'ai été prendre ma place dans un avion vide, et je dois vous avouer que j'ai pleuré à chaudes larmes en comprenant que ma vie privée était fichue. La recherche scientifique n'est pas le but premier de Cousteau. Non, ce qu'il veut, c'est faire connaître à tous la beauté et la fragilité du monde sous-marin via des documentaires, des livres, des conférences, des images jamais vues. Ce que je fais, ce n'est pas tellement de la science, c'est de l'aventure. Une aventure à bord de la Calypso, un ancien dragueur de mines offert par un milliardaire britannique. Gic le reconvertit, 5 hublots percés à l'avant du bateau, un puits plongé au centre, un treuil à l'arrière. Le tour est joué. Ardent défenseur de l'environnement en Antarctique, entre autres, il crée une idée neuve, le droit des générations futures. Pour lui, le mal absolu, c'est la surpopulation, la démographie galopante. La fin du monde, je ne l'annonce pas, j'y crois. En septembre 1995, la France s'apprête à reprendre ses essais nucléaires à Mururoa. Il lance sur RTL, au micro de Thierry de Mézières, un appel à Jacques Chirac. Arrêtez immédiatement. Ne croyez pas que ça nuira à votre réputation, au contraire. Si vous aviez le courage d'arrêter maintenant, Monsieur le Président de la République française, vous en sortiriez grandi aux yeux du monde. La vie d'homme ne compte pas. Ce qui compte, c'est les idées que j'ai défendues. Ces idées sont compromises par ça. Les idées de protection des générations futures sont compromises. C'est donc une très mauvaise décision. Élu à l'Académie française en 88, Cousteau refuse de se ranger parmi les immortels. Vous savez, les immortels claquent comme des mouches. Moi, je voudrais que ma vie en mer dure le plus longtemps possible. Il y a quelques années encore, il avouait toujours éprouver le même plaisir, celui de plonger, de flotter, disait-il, dans un liquide qui semble pénétrer ma peau. La plongée pour moi, c'est l'ultime baiser. Et parmi tous ceux qu'il aimait, Claude Vesely, un ancien chef plongeur de l'équipe Cousteau. Un jour de l'année 1960, Claude Vesely pose un premier pied sur la Calypso. J'ai appelé Claude Vesely tout à l'heure. Claude Vesely est resté 30 ans avec Cousteau. J'ai appelé donc Claude Vesely tout à l'heure. Il était ému et il nous raconte ce premier jour à bord de la Calypso. J'avais du mal à m'imaginer qu'un jour je ferais partie de cette équipe. Donc, à la limite, j'ai été sélectionné, si je peux dire, ou choisi par mes camarades. Et ça, on peut sentir cet esprit qui régnait à bord. Alors de ça, c'était une équipe, et puis surtout le côté d'un grand personnage de Jacques-Yves Cousteau. Mais racontez-nous le premier jour où vous l'avez rencontré. Je me souviens tout simplement qu'il m'a dit, parce que je suis lorrain d'origine, hein. Oui. Je suis lorrain d'origine. Donc, il m'a posé la question si le lorrain que j'étais, si la mer était montée jusque-là. Et je lui ai dit non, commandant, j'ai appris à nager dans une piscine et bien loin de la mer. Oui. Voilà, et ça, c'était son côté, je lui dirais, plein d'humour. Je crois qu'il privilégiait les hommes avant tout. Il a toujours privilégié ses compagnons et les hommes. Il a privilégié l'esprit de ce bateau, qui était une véritable équipe, qui était une symbiose, grâce à lui, qui effectivement a toujours su s'entourer de gens qui il était susceptible de demander conseil. C'est un grand monsieur, c'est un grand bonhomme. Oui. Je
dirais que, je ne veux pas dire l'humanité, mais le monde perd un grand personnage. Comment était-il sur la Calypso? Comment se comportait-il? Il se portait comme je dirais, un commandant de navire, hein, quand on a fait C'était la le Royale, Pacha. mais avec beaucoup de courtoisie. Chaque homme était en place en fonction, je dirais, tout simplement de notre travail, quoi. Oui, et vis-à-vis de Il vous? était le chef d'orchestre, si je peux dire ainsi. Et vis-à-vis de vous, vos relations? C'était des relations, c'était d'abord des relations de travail, hein, mais aussi maintenant, avec le temps qui s'est écoulé, des relations d'affectivité. C'était un homme de caractère. Quand Oui. il avait quelque chose à dire, il le disait, mais toujours avec une analyse qui permettait aux uns et aux autres je dirais, de pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce qui vous a appris? Le respect des uns et des autres, le respect de la planète Terre et l'humanisme. C'était un grand humaniste. Oui, monsieur. Claude Wesley, que j'ai donc appelé ce matin, vient de publier un livre aux éditions du Pré-au-Clair. Le titre de ce livre, Les Hommes de Cousteau, livre écrit avec le journaliste Maurice Desmond. Cousteau est un homme qui a toujours été controversé. Le Pacha n'aimait pas qu'on lui fasse de l'ombre, disent ceux qui ont travaillé avec lui. Il était parfois coléreux, les relations avec ses fils n'ont pas toujours été faciles, il n'aimait pas Greenpeace, il a refusé d'aller voir le Grand Bleu, il n'était pas toujours aimé, certains disent même que les langoustes filmées dans le monde du silence auraient été achetées le matin même chez un poissonnier. Sans le commandant Cousteau, la recherche scientifique des grands fonds sous-marins n'aurait sans doute pas avancé aussi rapidement, comme l'explique Lucien Laubier, le directeur du centre d'océanologie de Marseille, que vient de joindre Xavier Bénéroso. En 1960, vous voyez que ça ne date pas d'hier, les activités du commandant Cousteau étaient pour partie dévolues vraiment à de la recherche scientifique, c'est-à-dire que son bateau, la Calypso, la première soucoupe plongeante qu'il avait appelée Denis, qui allait à 300 mètres de profondeur, était mise à la disposition d'équipes scientifiques. Je me revois arrivant à 5h30 du matin, 6h du matin, on allait au carré de la Calypso, le commandant était en train de prendre son jus avec tout le monde, et puis on attendait de savoir si oui ou non la météo et le Mistral allaient nous permettre de partir faire ces plongées. C'était assez loin, il fallait faire à peu près 20 000, 35 km environ avant de trouver les lieux de plongée. J'ai eu la chance de lui dédier une espèce. Vous savez qu'on trouve parfois des espèces nouvelles dans la mer et il faut donc les nommer. J'avais créé un Acanthocolepis cousteaui, des vers de terre, si vous voulez, des lombriques. Un ver annelé, une polychète, mais une très belle polychète, qui vivait sur des grands buissons de coraux blancs que j'avais pu prélever avec la soucoupe à 280 mètres de profondeur. Vous n'auriez pas pu les prélever s'il n'y avait pas eu cette fameuse soucoupe? Certainement pas. C'était vraiment le seul moyen d'opérer correctement à la drague. Il s'agit d'une falaise verticale de 40 à 50 mètres de hauteur. Faire tomber une drague à un endroit précis, c'était impossible à l'époque. Autre témoignage que Jean-Pierre Tison vient de recueillir il y a quelques minutes, celui de l'académicien et marin Jean-François Degnaud, qui aime la mer comme Cousteau l'aimait. Jean-François Degnaud, que Jean-Pierre Tison vient d'appeler chez lui il y a donc quelques minutes. Voilà, nous allons pouvoir écouter ce témoignage. Il a apporté à notre planète une dimension supplémentaire. Bon, c'était pas le premier à être descendu sous la mer, et il n'était pas le seul à avoir inventé ce type de scaphandre autonome, mais il a quand même apporté une dimension à notre planète qu'il a appelée d'ailleurs lui-même le monde du silence. Et l'expression le monde du silence restera de toute façon. Il n'a pas été le seul, il n'a pas été le premier, ça ne fait aucun doute, mais il a quand même apporté une telle contribution, une vue de ce qui se passe sous la surface de la mer, tellement nouvelle, tellement naturelle aussi, puisque justement c'était une sorte de promenade individuelle dans les fonds maritimes, de découverte personnelle, que je crois que son apport est absolument incontestable. Ce qui le caractérisait, c'est qu'à sa passion pour la mer s'ajoutait un extraordinaire don pour la communication. Tout ça est magnifié par un sens de l'expression et une création verbale fantastique qui est Le Monde du Silence, puis le film qui va avoir la Palme d'Or et à Cannes. Et donc, s'il est le Français le plus célèbre, vivant le plus célèbre du monde, ce que je crois qu'il était, c'est parce qu'il a fait, mais c'est parce qu'il a su aussi expliquer et montrer. Fâché longtemps, son fils Jean-Michel Cousteau s'était réconcilié il y a quelques semaines et il dit qu'il a vu, il dit à Rémi Simon qu'il a vu son père à l'hôpital samedi dernier. La presse a exagéré les
le malentendu que nous avons eu. Et c'est réglé depuis très longtemps, cette affaire. J'ai eu le plaisir de trinquer avec lui au mois de janvier en Floride, à l'occasion d'une remise de récompense qu'il méritait tout à fait. Et à l'occasion de ce moment-là, on s'est pris dans les bras devant 600 personnes. Ça a été très émouvant. Et puis très peu de temps après, il est tombé malade. Donc si vous voulez, ce moment tout à fait excitant, et pour moi c'est merveilleux cette fin, si vous voulez, en ce sens que on est parti dans des années extraordinaires d'aventures, de découvertes, où j'ai appris énormément. Ensuite on a eu une certaine tension que très souvent les familles ont, et puis il y a eu ces retrouvailles publiques qui ont été très très bien reçues, et finalement de le voir et de pouvoir lui parler à l'hôpital en tête à tête, j'ai eu ce moment extraordinaire, si vous voulez, où je sentais bien que c'était la fin, il n'y avait plus grand chose à faire. On le sait depuis très longtemps, bien que c'était été protégé et un peu caché pour sa vie privée. On savait depuis 3 mois qu'il n'y avait plus rien à faire. Jacques-Yves Cousteau, l'un des Français les plus connus à travers le monde, à tel point qu'avec ses films 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le commandant Cousteau est sur un petit écran aux États-Unis. Connu à travers le monde, mais connu aussi dans son quartier, le 17e arrondissement de Paris. Il allait régulièrement à la Mascotte, un petit bar-restaurant tout proche de chez lui, Antonin le patron. Je le qualifierais comme l'homme, notre homme le plus célèbre qu'on a connu quand même, parmi notre clientèle, et l'homme le plus simple, qui tournait toujours le dos au public pour passer incognito. C'était sa cantine perpétuelle, son lieu où il se retrouvait avec ses amis et tout ça, où il m'a amené tous les plus grands personnages de son milieu. Paul-Émile Victor, on pouvait parler de politique comme de la mer, comme de la chasse, et il a appelé la patronne ici la Châtelaine. C'était son truc favori, bonjour la Châtelaine, quand il arrivait. Au début, quand on a commencé à le servir, il n'aimait pas tellement manger du poisson parce qu'il ne me faisait pas tellement confiance, mais après, il se régalait quand même avec notre poisson. Pour avoir l'autographe, il me dit, faites des tableaux avec mes chèques, mais surtout ne les mettez pas en banque, vous aurez ma signature. Et le reportage de Marie Guerrier. Un dernier hommage encore, celui de Nicolas Hulot. Je pense que dans quelques années, on se souviendra d'un certain nombre de mots du commandant qui, malheureusement, je le crains, seront devenus des vérités. Je pense qu'il a été quelqu'un qui, le premier, a forcé le regard du monde vers des choses essentielles. Il a été un pionnier dans la prise de conscience. Je pense que c'est surtout dans ce domaine-là que le commandant Cousteau va laisser une trace. C'est quelqu'un qui a ouvert les portes du rêve, c'est quelqu'un qui a permis au rêve et à la réalité de se confondre. Je pense que c'est vrai qu'il a été de ceux qui ont montré qu'on n'était pas toujours obligé de vivre à côté de ses rêves. Et c'est vrai qu'il a influencé notamment sur le fait qu'il a donné envie avec son équipe à de nombreuses personnes, dont moi, de mettre la tête sous l'eau et de s'émerveiller au spectacle d'une nature que l'on ne soupçonnait pas jusqu'ici. Et en cela, le commandant Cousteau et son œuvre seront à tout jamais irremplaçables. J'étais proche de Paul-Émile Victor, je ne l'étais pas du commandant Cousteau, mais moi je me mets juste avec un peu de recul, et ce qui compte dans le commandant Cousteau, c'est son œuvre. Et les obsèques du commandant au bonnet rouge auront lieu lundi prochain à 10h à Notre-Dame de Paris, en présence de Jacques Chirac, le président de la République, et de toute l'Académie française, car Jacques-Yves Cousteau était académicien. Il est 13h16. Bien sûr, d'autres témoignages, d'autres reportages dans nos prochaines éditions. Un peu de publicité.